t'écoute, Jean-Baptiste. Eh bien, tout d'abord, merci d'avoir accepté ma présentation en visio. J'aurais vraiment été ravi d'être avec vous, écouter les présentations des uns et des autres, mais je dois être à Vannes demain matin et demain après-midi et vendre Vannes, c'était vraiment trop compliqué à faire entrer. Donc, je vais vous parler d'une notion qui est centrale dans le discours sur le changement climatique, sur ce qu'il faut faire, sur la mitigation, c'est la notion de transition énergétique. Je pense que vous devez voir normalement la couverture d'un livre. Ça marche ? Vous confirmez que ça marche ? Et après, je continue. Oui, c'est bon. Parfait. Mais vous n'êtes pas en mode présentateur. Ouais. C'est vrai que ça serait plus joli. Excusez-moi. Diaporama, voilà. Donc, c'est parfait, merci. Merci. Alors, le point de départ de ce livre, c'est une interrogation sur la centralité de cette notion de transition énergétique. Je voudrais vous montrer qu'elle est assez étrange quand on la regarde d'un point de vue historique. La notion de transition énergétique, c'est la notion la plus consensuelle qui soit. Tout le monde est évidemment pour faire une transition énergétique. Et ce qui m'a toujours surpris en tant qu'historien d'énergie, c'est qu'on se référait à une forme d'histoire de l'énergie très troublante pour annoncer le futur de l'énergie. On trouve ça souvent dans la bouche des hommes politiques ou des femmes politiques qui expliquent que la transition énergétique, c'est la nouvelle révolution industrielle. Comme s'il y avait quoi que ce soit d'analogue entre ce qu'on avait fait au 19e siècle et ce qu'il faut faire maintenant, comme s'il y avait eu une quelconque transition énergétique pendant l'industrialisation. Alors, cette histoire très, très fausse, en fait, de l'histoire de l'énergie, on la retrouve aussi sous la plume des meilleurs experts, en particulier sous la plume des rapporteurs du groupe 3 du GIEC, où vous avez des paragraphes très étranges, où vous trouvez ce genre de phrase: les transitions énergétiques peuvent avoir lieu plus vite que par le passé. Vous le savez tous dans cette salle, les transitions énergétiques du passé, c'est quelque chose d'assez mystérieux. Chaque année, à l'échelle mondiale, celle qui importe pour le changement climatique, on brûle plus de charbon, plus de pétrole, plus de gaz, et on brûle aussi toujours plus de bois. De nos jours, le bois énergie, ça représente plus d'énergie que le nucléaire à l'échelle mondiale. Donc on vit vraiment avec des sources d'énergie anciennes qui n'ont pas cette tendance à se remplacer les unes les autres au fur et à mesure des innovations technologiques. Alors si les experts du groupe 3 du GIEC peuvent écrire ces phrases étranges, c'est parce que ils ont en tête un modèle qui vient de l'étude des dynamiques technologiques, de la diffusion de l'innovation. En gros, les innovations remplacent les vieilles technologies, et encore c'est souvent beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit, ça prend souvent beaucoup plus de temps que ce qu'on prétend, mais c'est ce modèle de substitution technologique qu'ils ont en tête. Ça, c'est un graphique que vous avez aussi dans le rapport du groupe 3 du GIEC, où une nouvelle technologie remplace une ancienne technologie, et pour eux c'est au fond ça une transition. Donc en fait il y a une confusion permanente entre les dynamiques technologiques, où là on peut voir effectivement des formes de substitution, et les dynamiques matérielles qui elles sont strictement cumulatives. Ce type de graphique-là, de belles courbes en X, là, d'une innovation qui remplace une vieille technologie, on le retrouve souvent dans des présentations de think tanks qui sont plutôt technosolutionnistes, où vous avez cette série de graphes où on voit des nouvelles technologies remplacer des anciennes, avec cette idée que nos nouvelles technologies vont nous permettre de faire une transition énergétique en 20 ou 30 ans. Alors, une fois encore, ces dynamiques-là, elles se vérifient plus ou moins. Il y a des problèmes dans ces graphiques-là, je pourrais y revenir si ça vous intéresse. Elles se vérifient dans le champ des dynamiques technologiques, mais dans le champ de la matière et des énergies, c'est des dynamiques très différentes qu'on constate à l'échelle mondiale. Pour simplifier, autant les technologies deviennent parfois obsolètes, autant les matières premières ne sont jamais obsolètes. Et c'est même très rare de voir des matières premières dont la consommation diminue au cours du XXe et du XXIe siècle. Si vous prenez les 50 premières matières premières, les grosses matières premières, celles qu'on consomme en grande quantité, vous avez une croissance en général linéaire, avec des formes de stabilisation, par exemple pour l'eau, pour le gravier, pour le charbon sans doute, mais sinon, généralement, on a des croissances linéaires. On a quelques exemples de matières premières dont la consommation stagne au XXe et XXIe siècle, c'est le vin et le tabac, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On a un seul exemple de consommation de matières premières qui diminue du fait d'une forme d'obsolescence technologique, c'est la laine de mouton, qui a diminué d'un tiers depuis les années 1990 du fait de la compétition avec les fibres textiles. Et puis on n'a que deux matières premières qui ont suivi des trajectoires qui sont semblables à celles qu'il faudrait faire advenir pour le charbon, le pétrole et le gaz, c'est l'amiante et le mercure.
Donc, l'histoire matérielle de l'humanité, si vous voulez, d'un point de vue très très basique, ça nous dit plusieurs choses. Premièrement, imaginez qu'on puisse rendre obsolète une matière première par le progrès technologique, c'est quelque chose de très étrange. Ça correspond pas à la dynamique, si vous voulez, matérielle de l'humanité depuis qu'on est capable de quantifier les flux de matière. Si on veut vraiment agir de manière forte, il faut s'en remettre à des actions beaucoup plus radicales d'interdiction, puisque pour l'amiante et le mercure, effectivement, on a réussi à faire drastiquement diminuer la consommation matérielle. Donc le changement est possible, si vous voulez, mais il faut vraiment s'en donner les moyens, et on ne peut pas s'en remettre à cette idée d'obsolescence technologique des fossiles grâce aux renouvelables. Ça ne marchera pas du tout. Alors, si les experts du groupe 3 du GIEC parlent de transition énergétique dans leur rapport, c'est aussi qu'ils ont lu une certaine histoire de l'énergie qui est focalisée sur l'idée de transition énergétique. Vous prenez les grands livres classiques d'histoire de l'énergie, ils vous racontent des histoires de grandes bascules de systèmes énergétiques. On voit ça très bien dans la table des matières. En général, les premiers chapitres vous parlent de bois et d'hydraulique au XVIIIe siècle. Les chapitres du milieu vont vous parler de charbon et de machines à vapeur au XIXe siècle. Et puis le chapitre du XXe siècle va essentiellement être consacré au pétrole, aux moteurs à explosion, etc. C'est une histoire de l'énergie qui est bien particulière, qui est centrée sur l'innovation à chaque époque et pas sur les techniques en usage à chaque époque. De manière assez évidente, 95% du charbon a été sorti après 1900. Et pourtant, peut-être que 90% de l'historiographie, au moins en France, est sur le charbon au 19e siècle. Pourtant, le charbon est vraiment important maintenant et certainement pas en 1850 où il y a très très peu de machines à vapeur dans le monde et on se fiche un peu du charbon pour comprendre l'économie mondiale, si vous voulez, avant le 20e siècle. Donc vraiment, il y a cette focalisation sur le nouveau qui pose problème. Alors, ces historiens de l'énergie racontent des histoires de transition parce qu'ils regardent les choses en relatif. Ils ont décrit la part du charbon dans le mix énergétique des pays industriels au 19e siècle. Et quand on voit ce genre de graphique, évidemment, on pense au mot transition pour décrire le fait que le charbon représente quasiment rien dans un pays comme la France en 1830 et représente une part très importante de son énergie en 1910. Alors le problème de ces graphiques-là, c'est évidemment, vous le voyez tous, vous le savez tous, c'est que ça écrase en fait les énergies dites traditionnelles qui en fait n'ont rien de traditionnel et croissent énormément au 19e siècle. Pour le cas de la France, l'hydraulique par exemple est multiplié par 3, l'éolien progresse beaucoup du fait de la navigation et aussi du fait du développement de l'éolien fixe, qui est une vraie transformation technologique à la fin du 19e siècle, ces éoliennes industrielles qui servent à pomper de l'eau. Donc vraiment, vous voyez, les énergies traditionnelles font absolument que croître. Le bois, énergie, croît beaucoup au 19e et encore au 20e siècle également. Donc, premier point, si vous voulez, l'histoire de l'énergie, elle a raconté une histoire de transition énergétique qui pouvait faire sens quand il s'agit de comprendre la croissance économique et le développement industriel, mais qui n'est pas adaptée pour réfléchir aux défis de la décarbonation et aux défis climatiques. Le deuxième problème de l'histoire de l'énergie, c'est qu'elle a tendance à prendre pour argent comptant les catégories statistiques. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que dans ces graphiques-là, le charbon, pour eux, c'est que du charbon. Et par exemple, les historiens de l'énergie expliquent tous que l'Angleterre est sortie du bois vers 1850, puisque les Anglais ne brûlent quasiment plus de bois et la sidérurgie britannique a entièrement basculé à la houille. Et donc voilà, le bois serait sorti du système énergétique anglais. Manque de chance, en fait, l'Angleterre consomme de plus en plus de bois pour faire de l'énergie au 19e et au 20e siècle. Au 20e siècle, l'Angleterre consomme plus de bois sous forme d'étais pour extraire du charbon que l'Angleterre n'en brûlait au 18e siècle. Vous avez devant vous une photo du port de Cardiff dans les années 30. C'est simplement les étais des mines qui servent à boiser les mines du pays de Galles. La moitié de ces étais venaient d'ailleurs de la forêt des Landes en France. Donc en fait, le point important, c'est qu'il ne faut pas penser les énergies nécessairement en compétition. Bois et charbon sont en compétition sur le marché de la sidérurgie, par exemple, au XXe siècle, mais à l'échelle de l'économie, bois et charbon s'entraident. Ils sont en symbiose. Et le bois n'est pas secondaire dans le système énergétique des pays riches au XXe siècle. Il est absolument primordial. Sans bois abondant, sans étais, les pays comme la France, l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis auraient eu très peu de charbon dans les années 1950 et donc pas d'acier, pas de machines à vapeur, pas de train, pas d'industrialisation. Le bois n'est pas secondaire dans le système énergétique encore au XXe siècle pour les pays riches. Donc bois et charbon, il faut les penser dans leur relation symbiotique et pas simplement dans leur relation de compétition.
on a exactement la même relation symbiotique entre charbon et pétrole. L'idée qu'il y aurait une quelconque transition énergétique du charbon au pétrole au XXe siècle est fondamentalement étrange, tout simplement parce que le pétrole, ça sert à faire avancer des voitures, et pour faire une voiture, vous avez besoin de beaucoup de charbon. Dans les années 30, Ford avait besoin de 7 tonnes de charbon pour faire une voiture. C'est à peu près autant en masse que le pétrole que cette voiture allait consommer durant sa durée d'existence. C'est pour ça que vous avez un gros tas de charbon au milieu de la rivière, de la grande usine sur la rivière Rouge, dans le Michigan, de l'usine Ford. Le charbon est la première matière première qui rentre dans la composition d'une voiture. Et c'est encore vrai de nos jours en Chine. Vous prenez les analyses cycle de vie de l'industrie automobile chinoise pour faire une voiture, qu'elle soit électrique ou à essence. La première matière première qui est utilisée, c'est le charbon. Ensuite, c'est le minerai de fer. Et c'est pour ça que les analyses cycle de vie également de l'effet sur les émissions de carbone de la bascule vers l'électricité, ça va être assez décevant. En gros, en Chine, dans la meilleure des situations, c'est un article qui est sorti il y a quelques mois, avec une diffusion rapide de l'électricité renouvelable et une diffusion rapide de la voiture électrique, au mieux, on divise par 2 les émissions du transport routier en Chine. Et ce qui a vraiment permis de contrôler la croissance de la demande de pétrole en Chine, c'est pas tant la voiture électrique pour le moment que le TGV chinois, qui a permis d'économiser, selon l'AIE, plus de pétrole que toutes les voitures électriques en Chine, non seulement en Chine, si vous voulez, mais que toutes les voitures électriques dans le monde entier. Donc là encore, on voit la focalisation sur le nouveau, sur la voiture électrique, qui nous empêche de voir l'importance de technologies plus établies comme les chemins de fer. Alors, ces affaires de symbiose énergétique, elles sont évidemment avec nous, avec les renouvelables. Alors, on peut montrer ça de plein de manières, mais je vous montrerai simplement quelques images. Vous avez devant vous le plus grand champ d'éolien flottant au monde. C'est une vraie prouesse technologique. Vous avez des éoliennes qui sont pas ancrées dans le sol, mais qui flottent sur des quilles en béton de plus de 10 000 tonnes. Ces éoliennes, elles sont pas reliées au continent, c'est des éoliennes norvégiennes. Elles servent en fait à alimenter la plateforme gazière que vous voyez dans le coin de l'écran. Donc là, dans ce cas-là, bien particulier, on a des électrons verts qui servent à alimenter, qui servent à extraire, si vous voulez, davantage d'énergie fossile. Cette curiosité, en fait, elle est très banale. En Norvège, on électrifie de plus en plus les champs pétroliers et gaziers, et on le fait avec de l'électricité qui vient de l'hydraulique. En Chine, on électrifie depuis très longtemps, depuis les années 50-60, les mines de charbon, fait que on a de plus en plus d'électricité verte, solaire en particulier, qui servent à extraire du charbon. Un autre exemple plus anecdotique, mais qui est assez original, c'est la plus grande centrale de solar steam, de vapeur solaire. Ce sont d'immenses serres remplies de miroirs qui servent à produire de la vapeur d'eau, qui servent à liquéfier un pétrole qui est très visqueux, qui se trouve à Oman, et ça représente 2 gigawatts de puissance. Donc c'est pas une petite installation, si vous voulez. Et de plus en plus dans les pays du Golfe, on utilise le solaire pour alimenter les unités de GNL, parce que pour faire du gaz naturel liquéfié, il faut plein d'électricité pour le comprimer, pour le refroidir. Donc une fois encore, vous voyez, fossiles et renouvelables ne sont pas nécessairement en opposition. Et ils peuvent l'être, évidemment, quand on remplace des centrales à charbon par des champs de panneaux photovoltaïques. Là, il y a vraiment une compétition sur le marché de l'électricité, mais à plein d'autres égards, solaire, éolien et gaz et pétrole peuvent très bien se nourrir les uns les autres. Je voudrais aussi vous parler de cette centrale thermique qui montre un phénomène intéressant. C'est la centrale thermique de Drax en Angleterre, qui chaque année brûle plus de bois actuellement, brûle plus de bois, 4 fois plus de bois, que l'Angleterre au XVIIIe siècle. Donc dans une seule centrale thermique, l'Angleterre consomme plus de bois que toute son économie avant la révolution industrielle. Tout ça pour produire seulement 1,5% d'énergie anglaise. Donc ça montre bien disons, l'impasse de cette idée que on va pouvoir faire les mêmes choses qu'on a fait avec les fossiles avec la biomasse. C'est juste que ça ne boucle pas. Il n'y a pas du tout assez de biomasse pour produire l'équivalent du gaz naturel ou l'équivalent des carburants d'aviation avec de la biomasse. C'est juste qu'il n'y en a pas du tout assez, sachant que cette centrale à Drax consomme plus de bois que la production anglaise de bois. Et puis le dernier point qui est évidemment fondamental pour comprendre les symbioses énergétiques, c'est tout simplement le corps humain et les fossiles. Le corps humain est
une très importante source d'émissions de gaz à effet de serre. Si vous prenez simplement le changement d'usage des sols, qui est principalement causé par l'agriculture, vous avez actuellement un peu plus de 10% des émissions de CO2 qui viennent du changement d'usage des sols, donc la déforestation, et puis aussi le fait que les tourbières relarguent beaucoup de CO2 quand elles sont drainées. Si vous prenez la somme cumulée, enfin la somme depuis le 19e siècle de ces émissions du changement d'usage des sols, en fait, ça fait que depuis peu de temps que les émissions fossiles dépassent les émissions du changement d'usage des sols. On vit dans une atmosphère qui a d'abord été transformée historiquement par la nourriture, si vous voulez. Et de ce qui s'est passé avec les fossiles, c'est qu'on a pu produire beaucoup plus de nourriture, on a pu capter beaucoup plus d'énergie solaire par la biomasse, et donc alimenter plus d'humains. Et donc, finalement, le corps humain est sans doute la meilleur exemple de symbiose énergétique, si vous voulez, entre différentes sources d'énergie, entre l'énergie musculaire et l'énergie humaine. L'énergie humaine et l'énergie fossile. Alors, une fois qu'on raconte l'histoire de l'énergie comme ça, c'est-à-dire comme elle devrait être racontée, comme l'histoire de l'expansion symbiotique de toutes les sources d'énergie, et en fait de toutes les matières premières également, comment ça se fait que cette idée de transition énergétique soit si naturelle ? Alors, le premier point, c'est que c'est une notion relativement récente. Pendant longtemps, les experts de l'énergie ne parlaient pas de transition énergétique, et ils voyaient plutôt le futur de l'énergie de cette sorte comme un présent agrandi. Vous avez devant vous une futurologie proposée par un défenseur américain du solaire dans les années 70. Pour lui, tout va croître. Le charbon va croître, le nucléaire va croître, les renouvelables vont croître, bien évidemment. Mais le point important, c'est qu'il ne voit pas le futur de l'énergie comme un présent très différent. Il n'imagine pas une très grande bascule vers un système complètement différent. Pour lui, le futur de l'énergie, c'est plutôt un présent agrandi. Donc ça, c'est la vision la plus classique, si vous voulez, du futur de l'énergie par la plupart des acteurs, des gens qui réfléchissent sur les dynamiques énergétiques de long terme. Alors, il y a un groupe de scientifiques qui va se mettre à réfléchir différemment au futur de l'énergie. Ce sont des savants atomistes américains qui sont passés par le projet Manhattan. L'idée de transition énergétique, au départ, ça vient de la physique nucléaire. Ça désigne un changement d'état d'un électron autour de son noyau. Et ce terme est transformé, recyclé par ce scientifique-là qui s'appelle Harrison Brown, qui est un scientifique très intéressant, y compris pour le diagnostic du changement climatique dans les années 50. Et pour lui, en fait, il va utiliser ce terme de transition énergétique qui vient de son expertise initiale, si vous voulez, de la physique atomique, pour décrire un futur très lointain de l'énergie. Alors, quand je dis que les savants atomistes ont joué un rôle important dans l'étude du changement climatique, c'est aussi un niveau institutionnel. Dès 1953, l'Atomic Energy Commission américaine publie un rapport sur le futur de l'énergie où il est fait allusion à la question du changement climatique. Par exemple, il y a ce graphique qui est présenté où on voit l'augmentation du niveau des océans sur la côte Pacifique et sur la côte Atlantique aux États-Unis, et il est expliqué par la fonte des glaces et par le réchauffement climatique. Harrison Brown dirige le postdoc de Charles David Killing, l'auteur évidemment de la courbe éponyme que vous connaissez tous. Alors en fait, pourquoi les savants atomistes vraiment révolutionnent, à mon avis, les savoirs sur le changement climatique dès le milieu des années 50? Premièrement, parce qu'ils ont accès au spectrographe de masse qui a fait un bond spectaculaire de précision pendant le projet Manhattan, et donc ça permet de mesurer de manière beaucoup plus fine les paléotempératures et d'étudier de manière beaucoup plus subtile le cycle du carbone. Et puis évidemment, il y avait un intérêt intrinsèque. Harrison Brown est un grand défenseur du surgénérateur nucléaire. Alors, l'argument principal à ce moment-là n'est quand même pas la question du changement climatique, c'est la question de l'épuisement des fossiles. Et cet épuisement des fossiles, ils savent très bien qu'il aura lieu de manière progressive et à l'échelle de plusieurs siècles. On voit très bien dans les courbes très spectaculaires que propose Marion King Hubbert, le théoricien du pic pétrolier, qui est aussi un consultant pour l'Atomic Energy Commission. Pour lui, toutes les énergies fossiles forment un pic, y compris le charbon à l'échelle mondiale, parce qu'il regarde l'histoire de l'humanité sur 10 000 ans. Alors, sûr que à cette échelle-là, il y a assez peu d'énergie, au fond, dans les énergies fossiles, dans tout le charbon, tout le pétrole et tout le gaz. Et puis, toutes les énergies fossiles forment un pic, parce que l'on compare la quantité d'énergie contenue dans tous les fossiles au plateau énergétique infini auquel permet d'accéder le surgénérateur nucléaire. Si on développe le surgénérateur nucléaire, en fait, on a accès à des quantités d'énergie absolument faramineuses qui permettent d'envisager un futur énergétique d'une humanité industrielle sur plusieurs milliers d'années, voire dizaines de milliers d'années. Et c'est pour ça qu'en fait, les savants atomistes pensent différemment, c'est parce qu'ils pensent à très long terme. Et c'est pour ça qu'ils réfléchissent aussi à qu'est-ce qui se passe si on émet si on injecte autant de carbone dans l'atmosphère, qu'est-ce qui se passe? Alors, le point important,
sur lequel je voudrais insister, c'est que si vous regardez la courbe du bas, vous voyez que la fin des fossiles, pour Marion King-Hubert, pour les premiers qui pensent cette transition hors des fossiles, si vous voulez, la fin des fossiles, elle aura lieu à mi-chemin entre maintenant et 1000 ans. Donc ça aura lieu dans 4 ou 5 siècles. Ça laisse le temps de voir venir. Et donc la chose étrange au fond, c'est qu'on ait recyclé cette idée de transition énergétique qui venait d'un imaginaire très particulier, qui était un imaginaire de l'âge atomique au fond, et aussi de l'épuisement des fossiles, un imaginaire néo-malthusien, qu'on ait recyclé cet imaginaire-là, cette futurologie fondamentalement étrange, pour réfléchir à la crise climatique, puisque pour la crise climatique, il faut faire la transition non pas en 3 ou 4 siècles, mais en 2 ou 3 décennies, ce qui est évidemment beaucoup plus difficile. Alors comment ce transfert de futurologie a eu lieu? Il faut revenir dans la décennie 70. Dans la décennie 70, il y a 2 phénomènes. Premièrement, la crise énergétique du fait des chocs pétroliers, et transition énergétique va devenir un terme très commun du fait de cette idée de crise énergétique. Transition énergétique, ça va permettre de désigner tout ce qui permet de sortir de la crise énergétique, de résoudre la crise énergétique. Et puis c'est à la fin des décennies 70 que la question du changement climatique commence à être poussée dans les arènes officielles américaines. Et finalement, je vais vous montrer que ce sont les mêmes experts qui étaient des économistes de l'énergie pendant la crise énergétique, qui vont s'emparer de la question du changement climatique, des économistes néoclassiques qui vont recycler leur manière de voir et leur raisonnement et leur théorie qui permettaient de montrer qu'il y avait des solutions à la crise énergétique. Ils vont recycler exactement ces mêmes théories pour la crise climatique. Le problème, c'est que ça marche très très mal. Si on parle tous de transition énergétique, c'est en partie du fait d'un discours de Jimmy Carter d'avril 1977 où il explique qu'il va falloir faire une transition énergétique. Il commente ce graphique-là et il dit par le passé on a fait 2 transitions, l'une du bois au charbon, la seconde du charbon au pétrole. Maintenant, il faut faire une 3e transition énergétique. Ce graphique-là est très original. Ça représente les dynamiques d'énergie énergétique en relatif, en part du bois, en part du charbon, en part du pétrole. Et si vous mettez en relatif, vous pouvez voir ces belles transitions. Quand je dis qu'il est original, c'est que d'habitude, on représentait plutôt les dynamiques énergétiques de cette sorte, où évidemment l'idée de transition est nettement moins percutante. Alors, ce graphique-là, je me suis intéressé à l'origine de ce graphique parce que c'était vraiment une manière nouvelle de réfléchir aux dynamiques énergétiques. Et ce graphique-là, il avait été pillé par les experts américains. Il avait été plagié d'un savant italien très original qui s'appelle Cesare Malchetti, qui à mon avis a joué un rôle absolument clé dans l'imaginaire de la transition énergétique. C'est aussi lui qui invente le terme de géo-ingénierie pour résoudre la question du changement climatique. C'est lui qui pense qu'on peut changer l'albédo terrestre de manière artificielle, qu'on va pouvoir capter le CO2 à la sortie des usines, des centrales à charbon et l'injecter avec un gigamixeur, c'est son terme, dans le détroit de Gibraltar par exemple en Europe, parce qu'il y a les bons courants marins pour injecter du CO2 dans l'océan Atlantique, etc., etc. Donc c'est quelqu'un qui avait vraiment plein d'imagination, si vous voulez. Son grand dada, c'était de faire des centrales thermiques géantes de plusieurs centaines de gigawatts, donc vraiment des centrales qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait maintenant. Mais comme elles produiraient tellement de chaleur, il faudrait les mettre au milieu des océans pour absorber toute cette chaleur. Et ces centrales thermiques géantes, elles produiraient de l'hydrogène, et cet hydrogène, on pourrait le distribuer à travers le monde entier, et ça permettrait au nucléaire vraiment de remplacer le pétrole. Parce que tant que le nucléaire reste cantonné au marché de l'électricité, ça reste forcément petit. Donc il avait ce côté docteur Folamour, mais il avait un côté aussi qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'il était historien de l'énergie. Et pour lui, l'histoire de l'énergie, ça permettait de prédire le futur d'une manière très mécanique et déterministe. Donc il élabore un modèle dérivé de la courbe de substitution, qui a joué un rôle vraiment, à mon avis, fondamental dans l'idée de transition énergétique, qui marche assez bien pour les technologies, mais qui marche très mal, une fois encore, pour l'énergie et la matière, et du fait de l'effet symbiotique dont je vous ai parlé. Il élabore un modèle de Lotka-Volterra, qui est dérivé de la dynamique de l'écologie des populations. Et vous voyez que le modèle a l'air de très bien correspondre aux données empiriques. Donc ça, c'est la part du bois, la part du charbon, la part du pétrole, la part du gaz naturel. Le modèle a l'air de bien correspondre, si vous voulez, aux données empiriques. Alors, ce modèle-là a été très critiqué parce que, par exemple, ça a largement surestimé notre capacité à sortir du charbon. Vous voyez, selon Marchetti, le charbon devrait quasiment avoir disparu dans les années 2020. Manque de chance, le charbon reste une source tout à fait majeure d'énergie à l'échelle mondiale. Alors, Marchetti, le plus inquiétant, c'est qu'il était en fait pessimiste par rapport à ses collègues. Parce qu'il travaillait au IIASA. Alors je dois dire ce que c'est un peu que le IIASA, parce que c'est vraiment un groupe de recherche, un institut de recherche extrêmement important sur l'étude des dynamiques énergétiques et sur la modélisation, ce qu'on appelle maintenant les scénarios de modélisation intégrés, les IAM, tous ces scénarios qui produisent, tous ces modèles qui produisent les scénarios net zéro dont on parle tant. Alors le IIASA est créé en 1972
Et au sein de ce groupe, donc en Autriche, ça se trouve, c'est un institut Est-Ouest qui réfléchit aux grands problèmes globaux. Et un des grands problèmes globaux qui est étudié, c'est la question qui avait été soulevée par le rapport au Club de Rome, par le rapport Meadows, le rapport Halte à la croissance. En gros, ce qu'ils font dans ce groupe énergie, c'est qu'ils reprennent la méthode du Club de Rome, du MIT, donc des ordinateurs, des simulations numériques, pour montrer qu'il n'y a pas du tout d'effondrement nécessaire quelque part au milieu du XXIe siècle, parce qu'on peut faire une transition hors des fossiles en 50 ans. Et de nos jours encore, on pose exactement la même question aux modélisateurs. Trouvez-nous des scénarios de sortie des fossiles en 50 ans. Alors, les modèles qui sont créés à partir de 1972, les modèles MEDE et Message, sont encore actualisés de nos jours. C'est-à-dire, de nos jours, les modélisateurs utilisent probablement des lignes de code qui ont été écrites au milieu des années 1970 pour montrer qu'il y aurait des scénarios de transition douce en 50 ans. Alors, Cesare Malchetti, lui, il est très sceptique de ces scénarios de transition douce construits par ordinateur, parce que ces scénarios sont beaucoup trop sensibles à des petites différences de paramètres. Par exemple, si l'uranium coûte cher, le surgénérateur indispensable, et si le surgénérateur coûte pas très cher, il n'y a pas de surgénérateur. Lui, il ne croit pas du tout qu'il y a autant de sensibilité aux petits changements de conditions initiales, et il veut au contraire montrer l'inertie du système. Donc, si vous voulez, la morale inquiétante de cette histoire, c'est que le prospectiviste pessimiste des années 70 est avéré beaucoup trop optimiste sur la capacité de l'humanité à sortir du charbon. Le point important, au-delà de ce cas-là, c'est que ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que c'est à ce moment-là que l'idée de transition énergétique devient un discours d'expertise et va coloniser les imaginaires énergétiques de plein de personnes différentes, en particulier du mouvement environnementaliste américain. Amory Lovins, qui est un membre de Friends of the Earth, qui est un grand promoteur des renouvelables, il était contre le nucléaire en 1973, et en 1976, une fois que l'idée de transition énergétique est un petit peu rentrée dans la conscience générale, il dit qu'à Saint-Étienne, on va faire une transition vers le solaire. Et cette transition vers le solaire, elle peut avoir lieu en 30 ou 50 ans. Selon lui, en 30 ou 50 ans, les États-Unis peuvent entièrement basculer vers les renouvelables, ce qui fait qu'en 2025, les États-Unis, si ils font le choix déterminé du solaire, ils peuvent avoir une économie entièrement alimentée par l'énergie solaire. Donc, le point important, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, il y a une nouvelle manière de concevoir le monde matériel et technologique comme quelque chose d'extrêmement malléable, quelque chose qui peut changer très très vite, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. L'idée de transition énergétique, elle arrange tout le monde. Elle arrange d'abord l'industrie pétrolière américaine qui, à ce moment-là, n'est pas climato-sceptique. En 1977, Exxon lance un programme d'études du changement climatique qui est tout à fait pertinent. Il travaille avec Jim Hansen, il finance en particulier les travaux de Jim Hansen, et les équipes d'Exxon publient des papiers intéressants sur le changement climatique. Par contre, Exxon est transitionniste. En 1982, Jim Hansen invite le chef de la R&D d'Exxon à faire un discours donc sur la question du changement climatique. Edward David dit évidemment qu'il y a de l'effet de serre, c'est de la vie physique. Le point important, c'est qu'est-ce qui va arriver plus vite, la catastrophe climatique ou bien la transition énergétique. Et c'est très astucieux de présenter les choses de cette sorte parce que en fait, les promoteurs de l'alerte sur le changement climatique, par exemple Roger Revel et d'autres, Schneider, achètent cette idée de transition énergétique. En gros, leur calendrier, c'est le changement climatique, il sera sensible à partir des années 2000. Il aura des conséquences économiques à partir de 2020. Il sera catastrophique autour de 2070-2080. Mais quand on écrit 2070-2080 en 1970 ou en 1980, ça paraît de la science-fiction. Et donc la suite du raisonnement, c'est il va de soi qu'on aura le temps de faire une transition énergétique parce que tout le monde sait, alors qu'en fait personne ne le sait, tout le monde sait que ça met 50 ans pour faire une transition énergétique. Ce 50 ans pour faire une transition énergétique, ça vient du fait que la durée de vie d'une centrale à charbon ou d'une centrale à gaz, peu importe, c'est 50 ans. En gros, c'est le taux de rotation, c'est la vitesse de rotation du capital. Mais évidemment, c'est très différent de vraiment sortir des fossiles, ce que tout le monde sait bien. Alors, l'idée de transition énergétique, elle arrange aussi, elle est surtout reprise par les économistes néoclassiques qui étaient en fait des économistes de l'énergie, des économistes de la crise énergétique et qui vont se recycler en économistes du climat. Et en particulier, le premier économiste du climat, William Nordhaus, prix Nobel d'économie pour ses travaux sur le changement climatique en 2018. Alors, Nordhaus, c'est vraiment si vous voulez, l'héritier de la crise énergétique. En 1973, il fait un papier sur la crise énergétique où il dit est-ce qu'il faut conserver le pétrole, vu que le pétrole a l'air de coûter de plus en plus cher, on est après le premier choc pétrolier, est-ce qu'il faut conserver le pétrole ? Eh ben non.
Ça, c'est un raisonnement simpliste de croire qu'il faut conserver le pétrole. Un économiste vous dira que si le pétrole vaut cher, ça veut dire qu'il faut le sortir maintenant. Parce qu'il vaut cher. Et il ne faut pas sous-estimer le fait que d'ici 20 ou 30 ans, le pétrole pourrait devenir obsolète du fait du breeder reactor, du surgénérateur nucléaire, et du fait de l'hydrogène qui va nous permettre de faire tout plein de choses merveilleuses. 2 ans après, Nordhaus et Toyasa, il travaille avec Cesare Malchetti. Il écrit le tout premier article d'un économiste sur le changement climatique et il tient le même raisonnement. Il y a de l'effet de serre, il y a du changement climatique. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se serrer la ceinture maintenant? Certainement pas, parce que on a le temps, et puis ça vaut le coup d'attendre 20 ou 30 ans pour avoir les technologies qui font que la transition énergétique coûtera beaucoup moins cher. Donc ce serait bête de se priver maintenant, sachant que dans 20 ou 30 ans, on aura beaucoup plus de moyens technologiques pour faire la transition énergétique. Donc si vous voulez, transition énergétique, au départ, c'est un moyen de jouer la montre. C'est un moyen de justifier la procrastination. L'influence de la crise énergétique sur notre manière de concevoir les solutions face au changement climatique est colossale. Pensez à l'idée de taxe carbone. La taxe carbone, en fait, alors c'est une vieille idée qui remonte à Pigou d'une certaine manière, enfin qui est théorisée par un économiste anglais qui s'appelle Pigou dans les années 20, mais elle est relancée en 1973 par un ingénieur du MIT, c'est quelque chose qui est assez méconnu, David Gordon Wilson, qui est un grand promoteur de l'économie d'énergie. Lui, au contraire, il pense que les fossiles, il faut absolument les préserver au maximum parce que c'est un trésor non renouvelable. C'est un grand défenseur de la modernisation de la pédale. Il invente tout plein de vélos très efficaces. Et dès 1973, dès novembre 1973, il propose l'idée d'introduire une taxe carbone redistributive. En gros, la taxe carbone va être donnée aux classes populaires. Donc ça va inciter les riches à consommer moins d'énergie fossile. Quelques années plus tard, William Nordhaus reprend cette idée de taxe carbone pour dire c'est la manière optimale de gérer aussi la question du changement climatique. Mais en fait, quand on y réfléchit, qu'est-ce que ça fait la taxe carbone? Ça augmente peu à peu le coût des fossiles. Ça simule sur l'économie l'effet de la raréfaction des fossiles. Ça simule sur l'économie la lente crise énergétique que les économistes pensaient devoir affronter dans les années 70. On a recyclé en fait des modes de raisonnement qui viennent des années 70 et la crise énergétique pour réfléchir au changement climatique. L'idée de transition énergétique, elle arrange aussi les gouvernements. Quand le GIEC est créé en 1988, il faut savoir qu'il y avait déjà un groupe d'experts, l'Advisory Group on Greenhouse Gases, qui avait été monté par le PNUE, donc le Programme des Nations Unies pour l'environnement, et par l'Organisation météorologique mondiale. Et ce groupe d'experts était très clair. En gros, il faut agir tout de suite. Il faut mettre une taxe sur les fossiles dans les pays riches qui va servir à financer l'adaptation dans les pays pauvres. Et il faudrait viser, donc ça c'est un rapport qui sort en 86, il faudrait viser une réduction de 25% des émissions à l'échelle mondiale avant l'an 2000. Donc quelque chose de très ambitieux et on serait dans une toute autre situation évidemment si on avait réussi à faire ça. Alors quand le gouvernement américain, j'ai vraiment surtout travaillé sur les archives anglaises et américaines, donc pour le cas des États-Unis, on voit très bien dans les archives diplomatiques que le but du GIEC c'est de calmer un peu les ardeurs des climatologues et des bureaucrates de l'ONU, en particulier un monsieur qui s'appelle Mostafa Tolba qui était le directeur du PNUE. Et donc il faut créer un nouveau groupe qui va être intergouvernemental. La lettre importante c'est vraiment le I, c'est intergouvernemental. Le but, c'est que les gouvernements nomment des experts, non pas simplement du ministère de la Recherche, que ce soit pas simplement le ministère de la Recherche, le ministère de l'Environnement qui nomme des experts, mais on veut aussi que ce soit le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Agriculture, et aussi, tant qu'à faire, des firmes énergétiques qui internalisent un peu la difficulté et puis les contraintes économiques. Alors, le deuxième président du groupe 3 du GIEC est un Américain, un personnage très intéressant qui s'appelle Robert Weinstein, qui est ouvertement climato-sceptique. Alors ça peut sembler bizarre qu'un président du groupe, qu'un président d'un groupe du GIEC, qu'un chair d'un groupe du GIEC soit climato-sceptique. Savoir que le président du groupe 2 à ce moment-là s'appelait Yuri Israel, était aussi climato-sceptique, et jusqu'en 2004, il conseille Poutine de ne pas ratifier le protocole de Kyoto, ce qui n'empêche pas de rester vice-président du GIEC jusqu'en 2008. Donc Robert Weinstein, cet Américain donc, est aussi le négociateur pour les États-Unis à Rio. C'est le négociateur en chef pour la grande conférence de Rio qui va mettre en place l'UNFCCC. On a la substance des discussions qu'il a avant Rio avec John Sununu, qui est le chef de cabinet de George Bush. Et en substance, John Sununu, qui lui donne sa feuille de route, lui dit à Rio, tu ne t'engages sur aucun objectif d'émission, no target. Hors de question que les États-Unis se lient par un traité international un objectif d'émission. On ne s'engage pas à donner de l'argent, parce qu'au fond, cette affaire de changement climatique, à leurs yeux, c'est qu'une affaire de pays pauvres qui veulent soutirer de l'argent aux pays riches. Et pour eux aussi, c'est en gros les Européens qui essayent de mettre des tarifs
d'augmenter les taxes au niveau international. Pour eux, c'est des affaires de négociation commerciale internationale, sachant que l'Europe a une économie moins intense en carbone que les États-Unis. Et puis, No Money, No Target, par contre, joue la carte technologique, play the technology card. Et quand vous regardez les rapports successifs du groupe 3 du GIEC depuis 1992, c'est assez clair que cette carte technologique a été beaucoup jouée. L'essentiel du rapport parle de technologie, assez peu de la question de la diminution de la demande. La question de la sobriété commence à émerger un peu sérieusement seulement dans le 6e rapport, donc après 30 ans de réflexion sur le sujet. Et la question de la décroissance est encore absente. Alors, les technologies ont beaucoup changé au fur et à mesure au cours du temps. Ça a d'abord été le nucléaire, ce qui n'est pas étonnant au fond vu l'origine de la question du changement climatique d'une certaine manière et l'importance du lobby atomique dans cette affaire-là. Et ça a été par la suite, évidemment, à partir des années 2000-2010, beaucoup plus les renouvelables. Mais moi, ce qui m'a intéressé dans un article plus récent publié à l'automne dernier, c'est l'histoire des émissions négatives, l'histoire du carbon capture and storage. Alors, ça a pris une proportion vraiment très importante dans le rapport de 2014. Donc, je pense que vous savez ce que sont ces technologies de capture et stockage du carbone. L'idée, c'est vous capturez le CO2 à la sortie d'une usine, à la sortie d'une centrale thermique, vous le liquéfiez et vous l'injectez sous le sol. Cette proposition, elle est ancienne. Dès la fin des années 70, à propos du changement climatique, des experts réfléchissent à cette possibilité et c'est vite mis de côté parce que tout le monde a bien conscience que c'est absurde. Autant on peut désulfuriser les fumées d'une centrale à charbon, autant, parce qu'il y a très peu de soufre dans le charbon, autant récupérer le carbone du charbon, en fait, c'est récupérer quasiment tout ce qu'on a brûlé, donc ça n'a absolument aucun sens thermodynamique. C'est très coûteux en énergie et c'est très polluant parce qu'il nous faut des substances chimiques pour absorber CO2. Ça ne marche pas. Et d'ailleurs, le groupe 3 du GIEC en 2001, dans le rapport de 2001, dit ça rend l'électricité au charbon plus cher que le nucléaire. Donc ça n'a aucun intérêt économique, autant directement faire du nucléaire plutôt que faire de l'électricité avec ensuite du CCS. Alors, le CCS est poussé par l'industrie fossile. Dans les années 90, l'industrie fossile, alors c'est pas que les industries pétrolières, c'est aussi le charbonnage de France, par exemple, en fait partie, des aciéries, des cimenteries, poussent la science du CCS en finançant des recherches, en finançant des conférences. En particulier, il y a un think tank qui est conjoint avec ce lobby fossile et l'AIE, qui organise tous les 2 ans une grande conférence, les Greenhouse Gas Control Technology Conferences, donc c'est tous les 2 ans. Le grand raout, si vous voulez, du CCS. Et là, on produit de la littérature scientifique. En 2001, les gouvernements du Canada, des États-Unis et de la Norvège demandent au groupe 3 du GIEC de faire un rapport spécial sur cette technologie. Ça donnera le rapport de 2005 sur la capture et le stockage du carbone qui change la doctrine générale sur le CCS. Avant, le CCS sentait le soufre. Après le rapport de 2005, ça devient une technologie légitime, une innovation verte en devenir. Si vous voulez, en tout cas, ça vaut le coup de vraiment, si vous voulez, faire de la recherche là-dessus. On le voit avec une explosion de papiers scientifiques sur la capture et le stockage du carbone après après le rapport de 2005. En 2007, il y a une nouvelle revue qui est créée qui dit bien que ce rapport de 2005 a complètement changé la doctrine sur le sujet. Alors, quand on voit les sources de ce rapport du GIEC, c'est essentiellement de la littérature fossile, ce qui n'est pas du tout surprenant vu que c'est essentiellement l'industrie fossile qui fait des recherches là-dessus. Mais là, le point intéressant, c'est que vous voyez que le groupe 3 du GIEC a donné une sorte de légitimité à une technologie qui, auparavant, paraissait très clairement liée à des intérêts bien particuliers. Alors, tout ça n'aurait pas eu trop de conséquences si, déjà, il y avait quand même pas eu pas mal d'argent en termes de R&D public qui a été mis sur des technologies qui n'ont pas eu beaucoup d'efficacité, et si ça n'avait pas donné naissance à quelque chose d'encore plus étrange et de rocambolesque, qui sont la bioénergie avec capture et stockage du carbone. Alors, la proposition vient de l'industrie papetière suédoise qui consomme beaucoup de bioénergie, beaucoup de bois énergie, pour faire du papier, évidemment. Et si on couple une papeterie avec un CCS, on produit quelque chose de génial, on produit du papier, de l'énergie, et en plus des émissions négatives. Alors, les modèles utilisés par nos collègues modélisateurs économistes qui sont en grande partie d'ailleurs liés au IIASA, mais il n'y a pas que l'IIASA évidemment, mais l'IIASA joue un rôle important, adorent l'ABEX parce que ça rend la mitigation, l'atténuation beaucoup moins chère.
Et ils adorent tellement ça que dans le rapport de 2014 du groupe 3 du GIEC, les émissions négatives par BECS devaient représenter 10 gigatonnes de CO2 par an après 2050. Alors, il faut savoir que ces BECS, on le fait avec du bois, donc il faut faire pousser du bois, brûler le bois dans des centrales thermiques, récupérer le CO2 de la sortie des cheminées et ensuite enfouir ce CO2 sous forme liquéfiée dans le sol. Cette technologie n'existe absolument pas, elle n'existera jamais pour une raison toute simple, c'est qu'en fait, il n'y a pas du tout assez de bois, vu que la production mondiale de bois, c'est 4 milliards de mètres cubes, donc au mieux 2-3 milliards de tonnes de carbone, mais en tout cas, il n'y a pas du tout assez de bois à l'échelle mondiale pour faire 10 gigatonnes d'émissions négatives grâce à ces technologies-là. D'ailleurs, tout de suite, ça a été très critiqué. Dès la sortie du rapport de 2014, plein d'experts ont dit qu'est-ce que c'est que cette affaire. Il y a même eu un consortium des académies des sciences européennes qui expliquait que c'était vraiment risqué que de remettre en gros les générations futures, le destin des générations futures sur des technologies qui n'existent pas. Bon. Donc il y a vraiment une critique très forte, une levée de bouclier. Il n'empêche que dans le dernier rapport du groupe 3 du GIEC, il y a encore beaucoup de BECS, il y en a moins qu'en 2014, mais il y en a encore des quantités tout à fait considérables. Alors le point évidemment important, c'est que ce rapport de 2014 permet la signature de l'accord de Paris de 2015, mais sur des bases technologiques très économiques et technologiques très faibles. Quand on regarde non pas les scénarios net zéro, mais la prospective énergétique, telle qu'elle est menée par l'Agence internationale de l'énergie, c'est plutôt ce genre de trajectoire qui est envisagée, donc une explosion des renouvelables, puisque c'est vrai que le solaire coûte très peu cher et très efficace, c'est facile à installer globalement, donc en Asie en particulier, on assiste vraiment à une explosion du solaire tout à fait remarquable, ce qui permet de mordre sur le marché du charbon électrique. Donc vous voyez qu'il y a une diminution quasi symétrique, peut-être pas tout à fait, mais il y a une diminution importante du charbon. Par contre, pour le pétrole et le gaz, on est dans des dynamiques très différentes. On est plutôt dans des dynamiques de stabilisation. Et au fond, ça ne devrait pas nous surprendre. Parce que quand on connaît un petit peu l'histoire de l'énergie mondiale, si vous voulez, l'électrification, ça a fait que croître depuis les années 60. Les émissions ont cru avec l'électrification. Donc en soi, l'électrification n'est pas la panacée. Il faut que ça soit couplé à plein d'autres politiques beaucoup plus strictes, soit de taxes carbone, mais c'est injuste, soit d'interdiction tout simplement. De manière assez amusante, dans le rapport du groupe 3 du GIEC, il y a 3 occurrences du mot interdiction. Et dont 2 pour dire les interdictions, c'est pas populaire. Il n'empêche que si on veut vraiment réduire les émissions dans plein de secteurs, à part l'interdiction, il n'y a pas de solution miracle. Je pense à l'aviation en particulier. Mais dans le dernier rapport du groupe 3 du GIEC, il y a plein de choses. Il y avait une petite discussion sur l'IA. Dans le dernier rapport du groupe 3 du GIEC, c'est vrai que l'IA, on n'avait pas peut-être conscience que c'était aussi massif. Alors, il mentionne que ça va consommer l'électricité, mais ça va permettre aussi de faire plein de choses utiles, soi-disant, pour la transition énergétique. La blockchain, qui était l'autre technologie à la mode dans les années fin des années 2010, la blockchain, selon le rapport du groupe 3 du GIEC, certes, ça consomme de l'électricité, mais ça va permettre de faire plein de choses formidables pour la transition énergétique, comme commander à distance des voitures électriques. Bon, vraiment, on a un rapport qui est extrêmement technophile. Tout va devenir smart dans le dernier rapport du groupe 3 du GIEC. Smart agriculture, smart grid, smart factories. Il y a une très grande porosité du discours industriel dans ce rapport-là, ce que je trouve vraiment très inquiétant. De manière anecdotique, l'Hyperloop d'Elon Musk, ce train à suspension magnétique qui va fonctionner dans des tubes à vide est qualifié de technologie émergente. Vous voyez, donc il y a vraiment un futurisme qui est extraordinaire dans ce rapport-là. Donc, pour revenir à ce graphique-là, une fois encore, c'est absolument pas surprenant parce que la transition énergétique, c'était une idée très étrange, une idée hétérodoxe et qui, à mon avis, a une fonction politique importante d'éviter de parler des sujets qui fâchent, à savoir de la diminution de la demande, de l'interdiction et donc de la répartition. Si on fait l'hypothèse qui est évidemment très probable qu'il y aura encore beaucoup de CO2 dans l'économie en 2050, la question essentielle, c'est on s'en sert pour faire quoi? On s'en sert pour faire des choses utiles pour qui? Est-ce que ça du CO2 qui augmente vraiment le bien-être ou qui est même vital pour ce qui est de l'agriculture? Voilà. Donc, à mon avis, l'idée qu'on va entièrement déconnecter l'économie de l'atmosphère était une illusion technologique très profonde qui se basait sur des technologies qui n'existent pas, en particulier ces technologies de capture et de stockage du carbone, et ça a empêché qu'on ait un discours beaucoup plus sérieux sur la question de la décroissance et de la répartition. Voilà, je m'arrête là. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation.